Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présent aujourd'hui. Je m'appelle Julien Haussmann, je suis ingénieur développement logiciel, je suis spécialiste en télédétection, c'est-à-dire l'observation de la Terre à partir d'images satellites. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un projet que j'aime beaucoup et une application que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ne connaissent pas ou pas trop OpenStreetMap? Bon, alors je vais aller vite sur la première partie puisque je présente quand même OpenStreetMap un petit peu. OpenStreetMap ou OSM, qu'est-ce que c'est? Contrairement à ce que son nom peut laisser croire, ce n'est pas une carte, c'est une base de données géographique. Une base de données, c'est un lieu virtuel dans lequel on va aller ranger des informations de façon intelligente et ordonnée, de façon à ce qu'on puisse les retrouver facilement et surtout les retrouver rapidement. Et des informations géographiques, ce sont des informations qui sont reliées à des coordonnées dans le monde réel. Dans OpenStreetMap, les données géographiques elles sont organisées sous forme d'objets. Il en existe 4 différents. Donc il y a des nœuds qui représentent en fait un point. Comme par exemple, si on veut représenter un lampadaire, on va mettre un point, un nœud qui représente ce lampadaire. Il y a aussi les chemins qui sont une succession de points. Par exemple, une route peut être représentée par un chemin. Il y a aussi les polygones, qui sont des chemins fermés, c'est-à-dire que le premier point est égal au dernier point du chemin. Donc on va représenter par exemple des bâtiments avec des polygones. Et enfin, il y a un autre objet qui est un peu plus complexe, qui s'appelle la relation, qui va représenter des liens entre les différents autres objets. Par exemple, une ligne de bus, ça va être une relation entre plusieurs points, chaque point étant les arrêts de bus. Et j'ai pas le bas de ma slide, c'est super. Les données libres, alors OpenStreetMap, ce sont des données qui sont libres, hein, on est au Capitole du livre, donc je vais vous parler de choses qui sont quand même libres, et c'est la licence Open Database License qui permet aux utilisateurs de faire à peu près tout ce qu'ils veulent, à condition de créditer les gens qui participent à la construction de la base de données, c'est-à-dire les contributeurs et les contributrices. Et on ne le voit pas là, mais c'est aussi un projet qui se veut mondial, c'est-à-dire qu'on va trouver des données qui correspondent à n'importe quel point sur la Terre, principalement les terres émergées quand même. Et enfin, c'est aussi un projet qui est collaboratif, c'est-à-dire que les gens qui participent, ça peut être vous et moi, n'importe qui. Par exemple, si dans votre rue, il y a un passage piéton et qu'il n'est pas dans la base de données d'OpenStreetMap, ben vous pouvez très bien l'ajouter, vous êtes légitime pour le faire. À quoi ça sert une base de données géographique, notamment OpenStreetMap? Eh ben, ça sert principalement à faire des cartes ou des applications qui vont utiliser ces données. Parce qu'en fait, une base de données, généralement, c'est pas fait pour être utilisable par des humains comme vous et moi. C'est plutôt les machines qui vont aller puiser des informations et nous les présenter d'une façon beaucoup plus lisible. Et du coup, on va pouvoir faire plein de choses avec les données qui sont contenues dans OpenStreetMap, notamment des cartes thématiques. Par exemple, si vous utilisez un GPS pour vous déplacer en automobile, vous pouvez utiliser une application qui s'appelle OSM-AND, par exemple, qui va utiliser les données qui sont dans OpenStreetMap pour vous présenter le meilleur chemin pour vous rendre là où vous voulez vous rendre. Maintenant, si vous êtes à vélo, vous n'allez pas vouloir forcément passer par le même chemin. Vous n'allez probablement pas emprunter le périphérique de Toulouse, vous risquez d'avoir des problèmes. Donc il y a d'autres applications qui vont être spécialisées pour les cyclistes et qui vont aller utiliser les données d'OpenStreetMap pour éviter les routes avec des graviers, par exemple. D'autres usages, ça peut être pour trouver les lieux qui sont accessibles aux personnes en fauteuil roulant. Ou alors, une application que j'aime bien, c'est LiveSeeker qui permet de trouver les toilettes publiques près de là où vous êtes. Donc ça, c'est l'application, vous l'avez installée sur votre téléphone, vous l'oubliez, vous n'en servez jamais. Mais le jour où vous en avez besoin, vous êtes content qu'elle soit là. Voilà. Après, vous pouvez aussi faire vos propres cartes avec OpenStreetMap. Par exemple, vous invitez des amis à la maison, vous voulez leur indiquer où est votre maison, quels sont les parkings gratuits pas très loin, les rues à éviter. Voilà, vous pouvez faire une carte et vous baser sur les données d'OpenStreetMap. Là, on ne le voit pas, mais il y a aussi beaucoup de sites internet qui utilisent OpenStreetMap pour afficher des cartes sur leur site. Ok, c'est bien, mais alors c'est quoi la différence avec Google Maps? Alors déjà, je vous l'ai dit, OpenStreetMap, c'est pas une carte, contrairement à Google Maps. Mais quand même, comme on peut faire des cartes, moi j'ai pris la carte standard qui est sur le site d'OpenStreetMap pour essayer de faire une petite comparaison. Alors moi, la carte standard, je l'aime beaucoup parce qu'elle affiche plein d'informations de façon assez simple, je la trouve assez lisible. Après, c'est une question d'habitude peut-être. Donc là, c'est au centre-ville de Toulouse, la place Wilson. On peut voir des rues avec leur sens de circulation, on peut voir des bâtiments, on peut voir des restaurants, des boutiques.
On peut aussi voir des parcs avec des bancs, avec une fontaine, des statues, un point d'eau, des arrêts de bus, une zone avec des taxis. Enfin, plein d'informations qui peuvent être intéressantes pour différentes personnes à différents moments, en fait. Si on regarde le même endroit dans Google Maps, on voit des rues avec les sens de circulation, on voit des bâtiments, on voit des espaces verts, et puis on voit des boutiques et des restaurants. Mais principalement, on voit les boutiques et les restaurants. En fait, Google Maps, c'est Google, et eux, leur business, c'est faire de la pub. Et forcément, ils vont mettre en avant les endroits où on fait du business. Bon, après, ça correspond à un usage. Il y a des gens qui ont besoin de trouver un restaurant pour ce midi, et ils vont utiliser Google Maps parce que il y a tout qui est dedans. Mais ça ne correspond pas à tous les usages qu'on peut avoir d'une carte, en fait. Et du coup, moi, j'appelle pas ça une carte, j'appelle ça un panneau publicitaire. Bon, je vous l'ai dit, dans OpenStreetMap, on va trouver des différents objets, donc des nœuds, des chemins, ainsi de suite. Mais comment est-ce qu'on sait que tel nœud, ça correspond à un lampadaire, ou que tel chemin, ça correspond au canal du Midi? Eh bien, en fait, on utilise un mécanisme qui s'appelle les attributs. C'est-à-dire qu'à chaque objet qui est stocké dans la base de données, on va lui attribuer des petits textes qui viennent préciser qu'est-ce que c'est que cet objet. Alors, c'est... Ah, punaise, c'est fou, ça. Désolé pour le mauvais cadrage. Ces attributs, ils sont sous la forme de dictionnaires. Pour les gens qui font du développement logiciel, ils savent ce que c'est qu'un dictionnaire. Pour les autres, en gros, c'est un couple clé-valeur. Il y a une clé qui dit c'est un attribut de tel type, et il y a une valeur qui dit et la valeur de cet attribut, c'est ça. Par exemple, là, j'ai pris un exemple réel, hein, c'est les toilettes ici à l'N7. On voit que amenity, donc c'est une commodité, ça c'est la clé de l'attribut, et c'est une commodité de type toilette. Et on peut voir qu'elle est à l'étage -1 et qu'en dessous, on voit que c'est accessible aux personnes handicapées. Alors, ces attributs, c'est super important. C'est ce qui fait la valeur ajoutée d'OpenStreetMap, parce que c'est ce qui permet aux gens qui recherchent quelque chose de trouver ce qu'ils recherchent. Parce que les gens, ils ne recherchent pas des nœuds, ou des chemins, ou des polygones. Ils cherchent des magasins, ils cherchent des toilettes, ils cherchent des pistes cyclables. Donc, il faut absolument rajouter ces informations dans OpenStreetMap. Et quand on compare OpenStreetMap avec ce qu'on peut trouver dans Google Maps au niveau, là on se base donc sur ce qu'il y a dans Google Maps, c'est-à-dire les boutiques, on voit qu'en 2022 aux États-Unis, il y avait 100 fois plus d'informations dans Google Maps que dans OpenStreetMap. Donc il faut qu'on contribue un peu plus à OpenStreetMap pour rajouter des informations qui sont cruciales. Le problème, c'est que c'est compliqué à rajouter. C'est compliqué parce que déjà, des attributs, il y en a plein. Genre, la dernière fois que j'ai regardé sur le wiki d'OpenStreetMap, il y en avait genre 250, c'est des Pokémon. Ensuite, ils sont en anglais, donc les gens qui ne parlent pas trop anglais, c'est compliqué. Et ensuite, ils sont en anglais, mais en plus, il y en a plein qui sont redondants ou qui ne sont pas les mêmes en fonction des régions. Et du coup, en fonction de là où on est en train de mapper, il faut être sûr de ce qu'on va mettre. Donc c'est pas facile. Et moi, comment je faisais avant, peut-être que vous l'avez déjà fait, c'est je me baladais dans la ville, avec mon appareil photo et mon calepin, je prenais des photos de tout ce que je voyais, j'écrivais tout, et puis je rentrais à la maison, je lançais le logiciel qui s'appelle JOSM, qui permet d'éditer la carte, d'éditer la base de données, mais sur l'ordinateur, et puis je rentrais toutes les informations que j'avais notées. Alors, déjà, ça prend beaucoup de temps, mais beaucoup, genre pour une demi-heure de balade, il y a au moins 3 heures de travail après à la maison. Ensuite, souvent, j'avais oublié de noter des choses, donc quand j'arrive à la maison, je me dis « Ah mais mince !» Et du coup, il faut que j'y retourne parce que je suis plus sur place. Et puis des fois, je fais ma balade le dimanche, puis le dimanche soir, j'ai pas le temps de le faire. Donc il se passe la semaine, c'est le samedi suivant quand je me mets devant l'ordinateur et je me dis « Ouais, alors attends, qu'est-ce que j'avais écrit là? C'était quoi déjà ?» Bon alors, c'était compliqué. Donc bienvenue en 2024, on a des smartphones, on a des applications, et maintenant on peut contribuer aux attributs d'OpenStreetMap en utilisant des applications sur notre smartphone. Donc il y en a plusieurs qui existent qui permettent de le faire. Le problème, c'est qu'il y en avait beaucoup, la plupart, elles ne correspondaient pas vraiment à ma façon de travailler. Attention, elles sont très bien, hein, mais je ne me sentais pas forcément à l'aise à les utiliser. Jusqu'à ce que je découvre Everydor. Donc, Everydor, c'est une application qu'on peut installer sur son smartphone Android ou Apple.
Elle est disponible sur F-Droid, donc pour moi qui suis un fervent utilisateur de logiciels libres, c'est important. Elle est traduite en français, donc ça peut aider beaucoup de gens aussi. Bon, un petit peu technique, mais elle est développée dans le langage Dask, donc s'il y a des développeurs ici qui veulent contribuer, c'est possible. Et le projet a commencé en 2022, c'est un projet très récent, mais déjà très accompli. Alors cette application, elle fonctionne en avec plusieurs modes. Le premier mode, c'est le mode commodité, qui permet de renseigner tout ce qui est, allez, on va dire, tout ce qui est dans les bâtiments, que ce soit les restaurants ou les boutiques. Donc l'écran ressemble à ça quand il est coupé. On a une carte avec donc la carte tirée de la base de données OpenStreetMap avec un point bleu, ça c'est votre position. Tous les numéros, c'est les commodités à proximité. Et en dessous, vous avez la liste de ces commodités qui correspondent aux numéros avec des informations sur chacune d'elles. Alors je ne vous l'ai pas dit, mais dans OpenStreetMap, il y a un attribut particulier qui indique la date à laquelle cet objet a été validé la dernière fois. Bah oui, on vit dans un monde qui est en constant mouvement, et il y a des boutiques qui ferment, il y a des toilettes qui sont installées dans la rue. Donc on va rajouter ou enlever des objets au fur et à mesure que le temps évolue. Et c'est intéressant de savoir si cet objet il a été installé, il a été rajouté dans la base il y a 3 mois ou il y a 5 ans. Parce qu'il y a 5 ans, peut-être que ce restaurant a fermé. Donc là, on peut voir que la bibliothèque de l'INP de l'ENSET a été validée il y a moins de 6 mois. Par contre, on peut voir que la station de vélo de Saint-Aubin, peut-être qu'elle n'est plus là. Peut-être qu'on peut aller voir et voir si elle est toujours là. Elle est toujours là, j'appuie sur la petite coche là pour dire c'est toujours là. Et là, Everydor va valider, va modifier l'attribut pour dire ça a été validé aujourd'hui. Ensuite, si je clique sur un des objets, je peux ouvrir un nouveau panneau qui va afficher tous les attributs et on va pouvoir les éditer. Il faut savoir que le fond de carte, là, il est changeable. On peut mettre, par exemple, la BD ortho de l'IGN ou autre chose. Donc voilà, si je clique sur le distributeur de billets qui est dans la rue à côté, là, voilà ce que j'ai. Donc, on peut voir que dans le distributeur automatique de billets, on ne peut pas faire de versement, on peut faire que retirer de l'argent. Par contre, on n'a pas précisé quelle devise c'était. Peut-être qu'on peut cliquer sur euro, là. Et ainsi de suite. On peut venir rajouter tous les attributs. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de se rappeler. Alors attends, pour un distributeur de billets, quels sont les attributs qui sont disponibles habituellement? Alors je vais regarder dans Wiki. Non, là, les attributs qu'on utilise régulièrement pour ce type d'objet, ils sont déjà présents. Pareil pour le restaurant à côté, il y a ses horaires d'ouverture. Alors les horaires d'ouverture, ça c'est sympa aussi. Hein. Dans JOSM, le logiciel pour éditer sur ordinateur, voilà à quoi ça ressemble par défaut. Donc en gros, l'attribut qui donne les horaires d'ouverture, c'est une phrase en anglais, écrit de Monday to Wednesday, donc de lundi à mercredi, de midi à 19h. Voilà, c'est pas très agréable à écrire quand on veut rentrer les informations. Dans Everydor, c'est très graphique, on choisit les jours, on met les horaires, et ça va très rapidement. Le deuxième mode disponible, c'est le mode micro-mapping. Le mode micro-mapping, c'est pour tout ce qui n'est pas dans des bâtiments. Donc ça va être le mobilier urbain, ça va être des objets du quotidien, ça peut être des arbres. Voilà, tous ces objets-là, on va pouvoir les éditer et les ajouter. Donc l'écran ressemble beaucoup à celui qu'on avait pour le mode précédent, avec le fond de carte OSM et notre position en bleu, et autour de nous des petits points de couleur, et malheureusement on ne le voit pas, mais en dessous, chaque point de couleur, il nous dit à quoi ça correspond. Donc ça va être, là les points c'est des arbres, là il y a un défibrillateur, un tourniquet, enfin je ne me rappelle plus, mais c'est inscrit en dessous. Et lorsque je me promène, je peux très bien dire, je vais cliquer sur ce point rouge qui correspond, je ne sais plus, à un défibrillateur et dire il est toujours là, ou alors changer des informations sur ce défibrillateur. On ne le voit pas là, mais il y a un petit rond plus qui permet d'ajouter des éléments. Et quand, par exemple, je me promène dans la rue et je vois que dans le bâtiment 5, il y a une poubelle et elle ne figure pas, je vais pouvoir rajouter ma poubelle. Donc j'appuie sur le petit plus, j'obtiens un écran qui ressemble à ça. Je vais dire, ma poubelle se situe à cet emplacement-là. On me demande, ok, Julien, qu'est-ce que tu veux rajouter? Alors une poubelle, c'est quoi qu'il faut déjà mettre comme attribut? Non, il te le propose déjà. Une poubelle, c'est amenity égale wastebasket. J'ai pas besoin de m'en souvenir, il me le propose. Et s'il n'apparaît pas là, je recherche poubelle et ça apparaît. Là, il me propose ce qui est déjà aux alentours ou ce que je vais rentrer régulièrement. Une fois que j'ai fait ça, il me demande, voilà, une poubelle, d'habitude, qu'est-ce qu'il faut renseigner comme information, le type de déchets qu'on met dedans, en quel matériau elle est, est-ce que c'est une poubelle en plastique, est-ce que c'est une poubelle en métal, est-ce que c'est une poubelle en béton désamorcé.
enfin voilà, désactiver. Voilà, on peut tout mettre. Et en fait, si on clique sur les 3 petits points, parce que là on ne trouve pas ce qu'on veut, pareil, il nous propose d'aller rechercher le matériau ou le type de déchet, ou vous verrez, en utilisant les 3 petits points, ils arrivent souvent. Et à ce moment-là, on recherche. Et voilà, moi je cherche béton parce que je parle français, et du coup, automatiquement, il va mettre matériau, c'est concrete, parce qu'en anglais, c'est concrete, et c'est ce qu'on va mettre dans OSM après. Le troisième mode, c'est le mode porte d'entrée, qui permet de mettre les numéros des bâtiments dans les rues. Alors ça, en général, dans les grandes villes, on ne le fait pas, parce que c'est fait automatiquement à partir du cadastre. Moi, j'habite à la campagne, et je m'en sers souvent. Et surtout, on peut rentrer d'autres informations que juste les numéros. Donc, par exemple, si je clique sur le bâtiment numéro 5, là, il va m'afficher un écran qui ressemble à ça, et je vais pouvoir mettre les informations, donc, comme le nombre d'étages du bâtiment, la forme du toit, est-ce que c'est une façade en briques, ici c'est régulier, et ainsi de suite. Donc vraiment, on peut rentrer toutes sortes d'informations, et on n'a pas besoin d'aller les chercher dans Wiki, parce qu'elles nous sont présentées directement. Je vois que je suis allé plus vite que d'habitude. C'est pas grave. Donc il faut savoir que quand on fait des modifications sur notre téléphone et qu'on fait valider, les informations ne sont pas envoyées dans OSM tout de suite. Elles restent dans le téléphone, et il y a un menu où je peux voir toutes les contributions que je suis en train de faire mais qui n'ont pas été envoyées. Je peux dire, ben ça là en fait, je me suis trompé, je l'enlève. Je peux cliquer sur une pour venir vérifier et puis encore modifier des choses avant qu'elles soient envoyées. Et quand je suis chez moi au calme et que je suis prêt à envoyer, je peux envoyer les choses. Alors moi, je m'en sers bien parce que j'aime bien ne pas que les gens ne sachent pas à quels horaires je fais mes balades, par exemple. Voilà. D'un point de vue vie privée, c'est pas mal de pouvoir dire non, j'envoie tout d'un coup, mais le soir quand je suis rentré. Ensuite, donc quand on va faire envoyer, Everydor il va prendre toutes nos modifications et il va faire ce qu'on appelle un groupe de modifications. Donc ça, c'est un objet spécial d'OSM qui permet de faire le suivi des modifications et de remonter dans le temps après. Donc il va regrouper toutes ces modifications, il va faire un groupe de modifications, il va leur mettre un commentaire qui permet de savoir un peu ce qui a été changé. Donc automatiquement, il va écrire dans ce groupe de modifications, je crée 3 lampadaires et 2 bancs, et puis je modifie, voilà. Donc c'est pas mal parce que ça permet aussi de voir un peu ce qui a été changé lors de notre envoi. Moi, ça m'est arrivé de faire une balade dans un parc et de modifier une centaine d'objets, parce que j'ai rajouté les bancs, j'ai rajouté les lampadaires, il y avait des poubelles qui étaient des poubelles avec de tri sélectif, du coup je les ai modifiées pour dire maintenant, mais là il y a un tri sélectif, et ainsi de suite. Donc on peut tout faire tranquillement et puis envoyer plus tard. Là on ne le voit pas, mais... Ah si, non, on ne le voit pas. Il va aussi rajouter un tag sur le groupe de modification, de façon à écrire que ça a été modifié avec l'application Everydor version temps. Alors ça, c'est peut-être pas super utile pour vous, mais pour le développeur, c'est intéressant parce que ça lui permet de savoir que son application est utilisée. Et voilà. Après, dans les options, on peut activer ou désactiver ce genre de paramètres, et on peut rajouter des tags à nos groupes de modification. C'est-à-dire que si on veut faire une modification et la taguer jardin, ou moi j'utilise pas ces fonctionnalités-là, mais pourquoi pas. Alors normalement j'ai fini, mais il me reste 1 minute, donc je vais en profiter pour vous présenter le dernier mode. Alors je ne l'ai pas présenté parce que je m'en sers jamais, mais je suis sûr qu'il est utile, mais pas pour moi. C'est le mode notes. Alors c'est un mode qui permet de rajouter des notes, alors soit des notes pour nous, soit des notes qu'on va envoyer dans OSM. Parce que dans OSM, on peut aussi rajouter des notes, et après, d'autres personnes peuvent les lire et agir par rapport à ces notes. Donc, alors, quand j'ai fait mes captures d'écran, je ne me déplaçais pas, donc on ne le voit pas. Mais en fait, là, il y a le point qui indique ma position, et quand je me déplace, il y a un trait bleu derrière qui montre mon cheminement. Ce qui permet de suivre le chemin qu'on a fait, de l'exporter, et puis de l'importer après sur son ordinateur si on veut. Et on peut prendre des notes qui, elles, sont géolocalisées, donc elles ont des coordonnées, et après je peux les afficher aussi sur l'ordinateur au bon emplacement. On peut faire des dessins, on peut aussi rajouter des objets étiquetés. Alors, je ne me suis jamais servi, donc je ne sais pas trop comment ça marche, mais on peut rajouter des rivières, des canalisations. Alors, c'est pas qu'on les rajoute dans la base, c'est des notes, mais qui sont épinglées, rivières, ou canalisation, ou piste cyclable, voilà. Et donc,
Je suis sûr qu'il y a des gens qui peuvent trouver un intérêt à ce genre de fonctionnalité. Voilà, et comme je le disais, on peut après pousser cela sur OpenStreetMap de façon à ce que d'autres personnes puissent les utiliser. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention, et je remercie aussi... Je remercie aussi l'organisation du Capitole du Livre. C'est un gros travail et un gros investissement. Je vous aussi invite les personnes qui habitent dans la région toulousaine à venir aux rencontres mensuelles du groupe utilisateur d'OpenStreetMap. C'est une fois par mois à l'Artilect, donc près d'Esquirol. Et je laisse les petits flyers ici, si ça vous intéresse. Et ils ont un stand au village d'association. On a une question par là? Ouais, alors juste pour les notes, en fait, c'est un très bon moyen, si vous ne vous sentez pas forcément légitime, si vous avez un peu peur de faire des erreurs quand vous contribuez, au lieu de faire une vraie contribution, vous mettez une note et comme ça, il y a quelqu'un qui connaîtra mieux qui pourra éventuellement le faire. D'accord. Juste, je vais répéter pour que ce soit enregistré, mais le système des notes, ça permet aux personnes qui ne se sentent pas légitimes de contribuer directement à OSM, de rajouter les notes et de les partager sur OSM de façon à ce que d'autres personnes puissent, elles, contribuer. Voilà. Ma question, moi, c'était est-ce que tu connais le développeur, qui est derrière? Est-ce qu'il y a un petit peu de financement ou est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur le contexte du projet? Ouais, alors la question c'est est-ce que je connais le développeur? Est-ce que je connais un peu si le projet est financé? Et est-ce qu'il y a quel est un peu le contexte du projet? Alors le développeur, je ne le connais pas personnellement, je l'ai rencontré une fois à une autre conférence, c'est là que j'ai découvert cette application, où il présentait, donc c'était en 2022, donc c'était un projet qui venait juste de libérer, et en fait il le fait sur son temps perso, parce que lui il a deux passions dans la vie, non c'est pas vrai, mais dans sa présentation il expliquait qu'il a deux choses qu'il aime beaucoup, c'est OpenStreetMap et les boutiques. Et du coup, donc il faisait un peu comme moi en fait, c'est ça qui m'a fait rire, c'est ça qui m'a marqué dans sa présentation, c'est qu'il faisait des sorties, il prenait plein de photos, puis après il passait des heures sur son ordinateur à tout rentrer, et je me suis senti tellement concerné par la chose. Donc, non, il vient d'Estonie. Voilà. Et il est très accessible, hein. Avant ma conférence, là, je lui ai envoyé un mail pour l'informer que je faisais une conférence, il m'a répondu, bon, en anglais, hein. Mais voilà. J'ai une question par là-bas. J'avais une question, alors c'est plus le fonctionnement d'OpenStreetMap que de l'appli en particulier, mais comment on gère le fait qu'il y ait des gens qui peuvent être imprécis, mentir ou troller? Est-ce que c'est le fait qu'il y ait des validations tous les 6 mois ou est-ce qu'il y a une phase d'attente, une phase de test? Alors la question c'est comment on fait pour gérer le fait que les gens puissent être imprécis dans leur contribution, alors qu'il y a ou des gens qui mentent ou qui trollent. Alors, dans OpenStreetMap, il n'y a pas de modération. C'est-à-dire que quand on va modifier quelque chose et l'envoyer, dans les secondes qui viennent, c'est en ligne et ça apparaît sur la carte. Maintenant, il y a quand même des gens qui surveillent les changements. Il y a des outils comme Osmose qui permettent d'être informés de toutes les modifications qui sont faites dans un secteur donné. Et du coup, il y a des gens qui sont très impliqués dans le projet et qui s'intéressent à savoir ce qui se passe autour de chez eux et qui vont vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Après, c'est mon avis personnel, mais quand on est sincère dans sa démarche et qu'on souhaite réellement rajouter ce passage piéton qui manque dans la rue, si on se trompe de 5 mètres, c'est pas très grave. Et puis, faut se dire que c'est communautaire, donc on n'est pas les seuls, il y a des gens qui vont passer derrière et qui vont se dire « Ah bah effectivement, il manque, il est peut-être pas forcément au très bon endroit, donc il va le déplacer. » Faut pas se sentir empêché de contribuer parce qu'on a l'impression qu'on va se tromper ou autre. Là, il y a quelques mois, il y a eu une campagne d'attaque, entre guillemets, sur OpenStreetMap, où il y avait des routes qui étaient rajoutées n'importe comment, mais derrière, c'était supprimé, parce que c'est de l'informatique, on peut faire des retours en arrière assez facilement, et voilà, ça se gère assez bien. J'avais une question ici. Le fond de carte, il a été fait petit à petit ou il a été trouvé ailleurs? Le fond de carte a-t-il été fait petit à petit ou trouvé ailleurs? De OpenStreetMap? Alors, les données d'OpenStreetMap, elles ont été construites petit à petit. Le projet a commencé en 2004, il me semble.
Et petit à petit, les gens ont rajouté des informations. Et puis, quand le projet a commencé à prendre de l'ampleur, on s'est dit, ah, en fait, c'est vachement bien OpenStreetMap, il faut y rajouter des choses. Et du coup, on a des organismes qui sont mis à importer en masse des informations. Par exemple, à partir du cadastre ou à partir des données, je sais pas, de la SNCF pour importer les lignes de train ou des choses comme ça. Donc il y a un peu des deux. Il y a d'une part des contributeurs comme vous et moi qui vont rajouter les choses à leur échelle, et d'autre part des gens qui ont peut-être plus de connaissances techniques qui vont faire des imports automatiques. Très bien. Bah, je vous remercie pour votre intérêt.